Le bureau est composé de 8 membres qui ont tous à cœur d'apporter leur soutien et d'engager des actions pour faciliter la prise en charge des patients. Nos 2 intervenants d'aujourd'hui sont les professeurs Houillet et Dr Bertocchio, tous les 2 médecins spécialisés en hypopara et néphrologues. Nous les remercions par avance du temps qu'ils nous consacrent un samedi matin, en plus en ensoleillé activité. L'association a pour objet, entre autres, la diffusion des connaissances vis-à-vis de la maladie et promouvoir la recherche scientifique. Mais en tant que patient et médecin, vous pouvez également contribuer en renseignant les données de suivi dans la cohorte EpiHypo, si vous êtes médecin, ou en créant gratuitement un compte sur le site de Compare et en répondant aux questionnaires envoyés si vous êtes un patient. Une étude est actuellement en cours sur la qualité de vie dans l'hypoparathyroïdie, donc inscrivez-vous vite si ce n'est pas déjà fait. Nous allons vous mettre les liens de ces études dans le chat. Alors, pour le confort de tous, nous vous demandons de couper vos micros ainsi que vos caméras. Cette session va être enregistrée pour qu'elle permette d'être diffusée en replay pour les patients ou les médecins qui n'ont pas la possibilité d'être connectés en direct. Donc, si vous ne coupez pas votre caméra, vous apparaîtrez dans la vidéo et ça, nous ne souhaitons pas. Vous aurez la possibilité à la fin des interventions de poser des questions, mais par écrit dans le chat. Et Delphine et moi-même reprendrons les questions pour les poser à nos intervenants. Donc là, j'attends quelques minutes que tout le monde coupe bien son micro et sa caméra. Et nous donnons la parole à Dr Bertocchio qui va nous parler de la variabilité des symptômes dans l'hypopara. Merci beaucoup, Christelle, pour l'introduction et puis surtout pour l'invitation à parler d'un sujet qui, moi, me tient à cœur. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Je pense que ça devrait être bon. Oui, oui. Bon. Merci, super. Bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'on a un public varié avec des patients essentiellement, mais aussi des soignants. Donc, j'ai essayé d'adapter ce topo et je vais vous présenter des résultats un peu originaux de ce qu'on a pu obtenir grâce à votre participation à différentes études. Et donc, juste pour recentrer, donc moi, je suis médecin néphrologue de formation. Je ne m'occupe quasiment plus que de patients qui ont des maladies des parathyroïdes, donc de l'hypoparathyroïdie ou de l'hyperparathyroïdie, à la Pitié-Salpêtrière. Et je coordonne en particulier l'étude EpiHypo avec Pascal, qui est présent aussi aujourd'hui. Je voudrais revenir d'abord sur un cas particulier qui, moi, m'a fait beaucoup réfléchir, et notamment sur le sujet d'aujourd'hui. Alors, je vous ai mis une photo de Annie Dupéré, parce que elle a pris position notamment sur le lévothyrox et sur les traitements de l'hypothyroïdie, parce qu'elle a elle a une maladie thyroïdienne et que elle a probablement échappé à une hypoparathyroïdie, mais pas loin. Mais c'est pas son cas, elle, en particulier, dont je voulais parler, mais c'est le cas d'une autre patiente du même âge qu'on avait vue dans le centre, qui avait en fait une histoire assez banale, assez classique. Elle est enseignante, elle a une 50aine d'années, elle n'a pas de maladie particulière, elle se plaignait pas de grand-chose. Et puis elle avait un goitre avec des nodules et elle a dû être opérée parce que ça devenait un peu gênant. Et donc il a fallu lui retirer ce goitre et ses nodules. Et elle a eu une thyroïdectomie totale. On lui a enlevé la totalité de la thyroïde. Il n'y avait pas de cancer, les choses se sont passées bien, elle a été équilibrée sur le plan de son problème thyroïdien, mais le lendemain de l'opération de la chirurgie, on lui a trouvé une calcémie franchement basse, ici à 1,82 millimoles par litre, ce qui est franchement bas. Et donc le diagnostic qui a été retenu est qu'elle avait une hypoparathyroïdie, ce qui est vrai. Et donc, elle a été traitée par calcium et vitamine D. On l'a suivie pendant plusieurs années en disant Annie a une hypoparathyroïdie post-chirurgicale.
Sauf que un jour, qu'elle vient en hôpital de jour pour qu'on fasse son bilan annuel de son hypoparathyroïdie post-chirurgicale et vérifier que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de complications et que le traitement était bien équilibré. Il y avait un plus jeune médecin qui était dans le service à qui je venais de faire l'explication de toutes les histoires de quelles est les hypoparathyroïdies, il ne faut pas passer à côté, notamment des formes génétiques qui sont encore plus rares, etc. Et qui est revenu me voir en me disant, tu sais, Jean-Philippe, Annie, là, elle me dit qu'avant sa chirurgie, quand elle était adolescente, elle avait des crises de spasmophilie. La crise de spasmophilie, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent, banal, pas tout le temps associé aux hypocalcémies, mais qui peut être associé à des crises en fait qui sont considérées comme de la spasmophilie, mais qui sont en fait des crises de tétanie. Je dis, écoute, ça me paraît assez peu probable. Cette dame, elle a une séquence assez claire, elle a une chirurgie, et puis derrière, on lui a trouvé l'hypocalcémie. C'est très probablement son hypoparathyroïdie post-chirurgicale. Mais il y avait quelques atypies dans le dossier, et puis comme on était un centre universitaire, comme on est un centre universitaire et que on lésine pas avec les moyens, on a dit quand même, on va faire le test génétique. Et il s'est trouvé eh bien que, en fait, elle avait raison. Cette dame, Annie, en fait, avait une forme génétique d'hypoparathyroïdie qui préexistait, qui existait avant la chirurgie. Et donc, elle avait une anomalie du récepteur sensible au calcium. Et on a découvert après que par la suite, dans la famille, il y avait d'autres cas qui avaient aussi une hypocalcémie, une hypoparathyroïdie due à cette anomalie du récepteur sensible au calcium. Tout ça pour dire en fait que la morale de cette histoire, c'est que c'est pas parce qu'il y a une séquence très typique avec une chirurgie qui arrive derrière que en fait c'est forcément dû à cet événement particulier qui est la chirurgie. Il existe des formes rares, beaucoup plus rares, qui sont des formes génétiques, qui peuvent être diagnostiquées très très tard. Vous voyez ici à 50 ans. Alors qu'elle est née avec et qu'elle avait déjà ça probablement depuis son enfance, alors qui était une forme un peu ténue parce que c'était pas si catastrophique dans son évolution, mais quand même, parce qu'on n'avait pas écouté les symptômes et la symptomatologie dont elle parlait, qui étaient ces crises de tétanie en fait qui revenaient de façon épisodique mais en fait régulière, c'est parce qu'on n'avait pas écouté ça qu'on a mis autant de temps à faire ce diagnostic-là. Donc la question, c'est comment on fait pour améliorer cet état-là, c'est-à-dire qu'on arrive à identifier les patients, le bon diagnostic au bon moment. Eh bien, ça, il faut arriver à essayer d'identifier les bons symptômes au bon moment. Ce n'est pas simple, hein, donc je ne nous jette pas la pierre, hein, puisque on a fait partie des gens qui sont passés à côté, mais on doit travailler tous ensemble pour essayer de mieux comprendre en fait quels symptômes sont des symptômes importants et comment on peut arriver à faire un meilleur diagnostic. Tout ça, on a essayé de le mettre dans des recommandations qu'on a établies en France, qui sont en place depuis 2017, dans un protocole national de diagnostic et de soins auquel l'association Hypoparathyroïdisme France a contribué aussi, alors qui commence un tout petit peu à dater, mais qui fait toujours référence et que vous pouvez réutiliser et retourner voir vos médecins avec. On est en train, là, on vient de lancer sa mise à jour, donc on va probablement d'ici soit fin 2023, début 2024, il devrait y avoir une forme mise à jour, notamment puisqu'il y a eu des nouvelles données qui sont arrivées. Et donc, je vous disais, moi, je coordonne EPI-HIPPO. EPI-HIPPO, c'est une grande enquête de cohorte. On essaie de suivre les gens dans le temps pour essayer de récolter tout un tas d'informations qui peuvent nous intéresser. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y en a quelques-unes qui sont assez pertinentes. Le mode de fonctionnement de EPI-HIPPO, c'est que ce sont les médecins qui incluent les patients, puisque en fait, on a besoin d'avoir des données qui viennent des dossiers médicaux. Et là, vous voyez, donc là, je vous ai mis, alors c'est pas totalement à jour, hein, c'est à jour de début de avril 2023, mais il y a déjà 168 médecins qui, partout en France, ici, sont représentés en bleu, région par région, participent à cette étude et donc colligent des données qui vous concernent et qui nous permettent de savoir ce qui se passe réellement
sur le terrain. Et ça représente à l'heure actuelle plus de 1300 patients pour lesquels on a des données. Et là, vous voyez, je vous ai mis la répartition des centres. Donc, comme souvent dans les maladies rares, c'est l'Île-de-France qui représente une grande partie des cas. Et vous voyez ici que au sein de l'Île-de-France, ça reste quand même l'HEGP et Pascal connaît ça très bien, qui est le chef de file en fait du recrutement. Mais en fait, on a besoin d'avoir des représentations de ce qui se passe partout en France pour vraiment connaître la diversité de ce qui se passe. Et si on revient donc à comment c'est découvert, comme dans le cas de Annie, dont je vous parlais tout à l'heure, on est arrivé au diagnostic parce que au final, on a réalisé qu'elle avait une hypocalcémie. Et donc ça, c'est la grande majorité des cas. Ici, les 59% des cas qu'on a dans la case, qu'on a dans EpiHypo, parmi les plus de 1300 patients qu'on a dans EpiHypo, 59% d'entre eux sont rentrés dans la maladie. On a fait le diagnostic parce qu'il y avait une anomalie biologique. En gros, on a trouvé qu'il y avait une hypocalcémie. Mais c'est plus d'un quart d'entre eux qui rentrent dans la maladie par un symptôme. Le symptôme, vous les connaissez mieux que moi, hein, c'est des fourmillements, des crampes, des crises de tétanie, mais parfois même des convulsions ou des gens qui finissent par rentrer dans la maladie parce qu'ils sont dans un état de coma ou une insuffisance cardiaque très sévère. Donc la question, c'est comment on peut faire pour anticiper un maximum pour que les gens ne rentrent pas par un symptôme, mais rentrent plutôt par un dépistage qui puisse être un dépistage systématique. Les cas d'hypoparathyroïdie, c'est dans la grande majorité des cas la chirurgie. C'est près de 3/4 des cas dans EpiHypo, mais aussi dans quasiment toutes les autres grandes séries comme EpiHypo qu'on retrouve dans le monde. C'est le plus souvent la chirurgie qui est la cause de l'hypoparathyroïdie, mais pas que. On a 12% de cas qui sont des formes génétiques, comme dans le cas d'Annie, et on a un trop grand nombre de cas pour lesquels on ne connaît pas la cause. Ici, on a 12%, ça c'est le donné mis à jour de ce mois-ci, 12% pour lesquels on n'a pas encore de cas. Et dans les causes chirurgicales, qu'est-ce qui apporte le plus souvent l'hypoparathyroïdie? C'est dans 40% des cas, ce que vous avez à droite. Ici, c'est une chirurgie de cancer de la thyroïde, qui sont donc en général des chirurgies assez larges, qui en fait laissent peu de possibilités d'éviter l'hypoparathyroïdie. Donc l'idée, c'est plutôt d'essayer d'avoir des nouveaux traitements que la chirurgie pour essayer de limiter l'hypoparathyroïdie, si on veut essayer de limiter ces causes-là. Les goitres, comme donc on a vu le cas d'Annie, ça représente presque un quart des cas. Et puis après, vous avez la maladie de base de haut, l'hyperparathyroïdie primitive, qui reste quand même un nombre de cas non négligeable. Alors, c'est plutôt des formes génétiques familiales qui amènent à ça, puisque on a besoin d'être opéré plusieurs fois avant d'avoir l'hypoparathyroïdie. Et puis, les nodules, et puis d'autres causes qui sont beaucoup plus rares. Pour les causes génétiques, donc celles avec lesquelles on est le plus souvent, donc ça représente 12% des cas de la totalité des données qu'on a dans EpiHypo. Et vous voyez que le cas d'Annie, en fait, n'est pas le plus rare, puisque dans les cas génétiques, c'est les mutations du récepteur sensible au calcium. Ça représente 38% des cas. C'est la plus grosse cause de forme génétique d'hypoparathyroïdie. La deuxième cause, c'est une maladie qui est une maladie syndromique, une maladie donc, qui inclut beaucoup plus de retentissement, dont l'hypoparathyroïdie, c'est le syndrome de Di-George, ou alors là, on appelle ça le syndrome CATCH22 ou DELQ22. Donc, c'est une perte d'une partie du chromosome 22 qui emporte notamment des gènes en rapport avec l'hypoparathyroïdie. Mais en fait, il y a plein d'autres causes, plein d'autres gènes qui peuvent être impliqués dans cette maladie-là. Mais vous voyez que par rapport à ce qu'on avait avant, on a ici près de 900 cas pour une cause chirurgicale. Les formes génétiques, vous voyez, ça représente sur la totalité des EpiHypo 175 patients, ce qui est quand même moindre, mais ça représente quand même une grosse cohorte, et dans le monde, c'est une des plus grosses cohortes de formes génétiques. Donc, c'est parce que vous participez à tout ça qu'on arrive à avoir autant de données.
Et si on revient à notre sujet du jour, qui sont en fait les symptômes, on a l'avantage dans EpiHippo, du coup, d'avoir à la fois les données au moment du diagnostic, mais aussi les données au cours du suivi. Et donc, on s'est intéressé à dans quelle situation on a des consultations, des visites de suivi dans lesquelles la calcémie est correcte. Alors là, pour correct, on a pris une fourchette assez large. On a choisi de dire que la calcémie entre 2 et 2,6, c'est à peu près correct. C'est dans les cibles. Alors, les cibles dans l'hypoparathyroïdie, c'est un peu plus faible. En général, c'est plutôt entre 2 et 2,2. Mais là, on se dit que si on arrive à 2,4 ou 2,5, c'est pas non plus une catastrophe. Et en dehors de ça, on a considéré que c'était en dehors des cibles. Et puis, on a regardé si les patients rapportaient ou pas des symptômes, et donc s'ils étaient présents ou s'ils étaient absents, en se disant que la situation dans laquelle la calcémie est dans les cibles et il n'y a pas de symptômes, c'est exactement ce qu'on veut. Donc, c'est un panneau vert, c'est ça qu'on veut. Si la calcémie est totalement hors des cibles et qu'il y a des symptômes ici, c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut arriver à contrôler les deux en même temps. Et puis, dans les deux autres situations, c'est qu'on est dans des situations intermédiaires. Et donc, nous, on a dans EpiHippo à l'heure actuelle 2638 visites pour lesquelles on a à la fois la calcémie et l'information sur les symptômes. Et vous voyez que dans à peu près 25% des cas de ces visites de suivi, on a à la fois la calcémie qui est correcte, qui est dans les cibles, et il n'y a pas de symptômes. Donc là, on est content, on se dit, on est probablement dans quelque chose qui est assez bien équilibré, on est dans quelque chose où on doit être dans ce qu'il faut faire. Mais quand même, dans à peu près autant de cas, on est en dehors des clous, on est en dehors de ce qu'on vise comme calcémie, et les patients ont des symptômes. Cela dit, c'est une situation dans laquelle on se dit il y a quelque chose à faire. Peut-être que si on arrive à contrôler la calcémie, à la remettre dans cette cible, peut-être qu'on arrivera à contrôler aussi les symptômes. Mais là où c'est plus embêtant, c'est que dans la majorité des cas, on se retrouve avec une calcémie qui, elle, est correcte, qui est dans les cibles, qui est dans ce qu'on veut viser, mais que les patients ont encore des symptômes. Et dans cette situation-là, la plupart du temps, quand on est médecin, on est assez démuni parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour améliorer cette situation-là? Et donc, je voudrais reprendre le cas d'une autre patiente que j'ai suivie. Alors, je lui ai donné un prénom fictif, mais c'est une vraie patiente. Appelons-la Nadine. Nadine, elle a 28 ans, elle est jeune. Et puis, elle a eu une chirurgie, elle a eu une thyroïdectomie. On lui a retiré la thyroïde pour une raison tout à fait valable, qui a fait qu'elle a développé aussi derrière une hypoparathyroïdie. Et donc, vous voyez qu'ici, sa calcémie était strictement normale avant, donc on n'a pas d'arrière-pensée de cause génétique. Et après la thyroïdectomie, on a traité d'emblée et on arrive à maintenir une calcémie à peu près aux alentours de 2. Mais on a dû modifier le traitement. On a un peu augmenté le traitement par calcium et un peu diminué le traitement par 1-alpha. Mais on la maintient et sa calcémie se maintient tout à fait dans les cibles. Sauf que, en fait, Nadine, elle dit qu'elle a mal partout et qu'en fait, elle n'arrive plus du tout à travailler. Et elle a dû arrêter son travail. Elle s'occupait de ses enfants. Elle n'arrivait plus du tout à s'occuper de ses enfants. Donc, elle a, en plus de ça, développé tout un tas d'autres symptômes et un retentissement psychologique assez important. Et pourtant, alors qu'elle avait une calcémie dans ce qu'on ciblait. Une des possibilités qu'on a eues, c'était de débuter le tériparatide, et on a débuté des injections de tériparatide, ce qui nous a permis de franchement diminuer son traitement par calcium et par 1-alpha. Et là, maintenant, ce qu'elle me dit, c'est maintenant, je peux à nouveau m'occuper de mes enfants et j'ai pu retourner au travail. Sa vie n'est pas totalement parfaite, elle doit faire des injections et elle doit suivre son traitement, donc elle n'a pas une situation idéale, mais elle a quand même pu améliorer nettement sa qualité de vie parce qu'on a trouvé un traitement qui l'adaptait mieux et parce qu'on a écouté un peu plus ses symptômes qu'en fait juste suivre sa calcémie. Donc en soi, la calcémie ne peut pas être juste le seul marqueur du suivi des patients avec une hypoparathyroïdie, et se focaliser aussi sur les symptômes paraît important. Et en fait, des atteintes dans l'hypoparathyroïdie, il peut y en avoir de plein de types, et ça, vous le savez aussi, ça peut être très très large. Il y a plein de choses qu'on découvre au fur et à mesure qui sont associées à l'hypoparathyroïdie. Donc, moi, je suis néphrologue, donc je m'intéresse beaucoup au fait de développer des calculs rénaux
d'avoir une néphrocalcinose ou une maladie rénale chronique. Je m'intéresse aussi beaucoup au fait d'avoir un retentissement osseux ou pas. Mais il y a aussi des complications sur la cataracte. On peut développer une cataracte précoce, même si c'est probablement plus les formes congénitales que les formes post-chirurgicales de l'adulte. Mais vous voyez, on a déjà noté qu'il y avait des retentissements qui peuvent être neuropsychologiques qui arrivent et qui sont assez fréquents. Et comment on arrive à traiter et à mesurer ça? Il y a aussi des retentissements sur la peau, sur les muscles. Hein, vous connaissez les douleurs, les crampes, mais aussi l'impossibilité parfois à faire des efforts prolongés ou importants. Donc en fait, c'est très très large et c'est assez compliqué à mesurer et à suivre en fait la totalité de ces symptômes-là. Et dans EpiHippo, on a l'avantage d'avoir beaucoup d'informations. Et notamment, on récupère l'information sur les symptômes qui sont alors rapportés par les patients au travers de ce que disent, de ce que rapportent les médecins. Donc, il y a une sorte de biais qui est les médecins vont noter uniquement, à mon avis, les symptômes les plus importants. Cela dit, vous voyez, on a une diversité de symptômes. Alors, je suis désolé, c'est en tout petit parce qu'il y en a beaucoup qui sont ici. Et en fait, on va du plus fréquent qui est en bas au moins fréquent. Et donc, vous voyez ici, donc les paresthésies, les fourmillements, c'est le symptôme le plus fréquent que vous avez ici. Les crampes, c'est le deuxième plus fréquent. La fatigue, l'asthénie, c'est le troisième plus fréquent. Et vous voyez que ces trois symptômes-là, ils sont quand même beaucoup plus fréquents que tous les autres. Mais après, vous allez avoir des crises de tétanie, des douleurs articulaires, des convulsions, il peut y avoir des troubles du sommeil, etc., etc., etc. Et donc, en fait, on a beaucoup de symptômes ici et qui peuvent être associés les uns avec les autres. Et si on regarde ici, donc c'est là où vous avez les traits, c'est ce que représente cette figure. Lorsque vous avez un trait, c'est qu'il y a 2 ou 3 ou plus de symptômes qui sont associés. Et ici, l'association la plus fréquente, c'est d'avoir des fourmillements et des crampes. C'est pas très original comme idée, mais ici, on arrive à le démontrer, à le quantifier. Et en haut, vous voyez donc les associations qui sont dedans. Donc, grâce à EpiHippo, on arrive à collecter, colliger et à voir et à faire les associations entre les symptômes et de la biologie et les symptômes entre eux et voir les combinaisons de symptômes qu'ils peuvent avoir, ce qui en fait n'a jamais été décrit auparavant. Mais en fait, une des questions que moi je me pose depuis le début, c'est pourquoi il y a des patients pour lesquels tout va bien et pourquoi il y a des patients pour lesquels la calcémie elle va bien et tout va bien. Il y a des patients pour lesquels la calcémie va bien et tout va mal. Et il y a des patients pour lesquels la calcémie est catastrophique et ils n'ont aucun symptôme. Et ça, c'est quelque chose de conceptuellement, pour un physiologiste comme moi, qui se dit, bah, il y a une hormone, il y a la calcémie qui est régulée et derrière, il y a des symptômes. Mais en fait, c'est qu'il y a probablement quelque chose d'un peu plus compliqué que ce qu'on pensait. Jusqu'à présent, le modèle principal qu'on a en tête, dans la plupart des cas, c'est qu'il y a cette hormone, la PTH1,84, qui va agir sur ce récepteur, donc qui est ce récepteur qu'on appelle le PTHR1. Pas obligé de retenir son nom, mais il y a un récepteur quasi spécifique de cette hormone-là. Et quand vous supprimez cette hormone-là, ben, il y a tout ça tout ce qui est en rapport avec ça qui ne va plus fonctionner. Cela dit, en fait, depuis un petit moment, on sait qu'il n'y a pas que cette hormone-là dans ce système-là. Il y a 3 hormones. Il y a la PTH, celle qu'on connaît, celle dont on parle aujourd'hui. Il y a une hormone assez proche qui s'appelle la PTHRP qu'on sécrète, qui est physiologique aussi. Et puis, il y a un autre peptide, une autre hormone qui s'appelle le type 39, qui est assez proche de la PTH1,84. Et puis, pour rendre les choses un tout petit peu plus compliquées, il y a un deuxième récepteur qui est assez proche du premier récepteur. Et en fait, ces 3 hormones et ces 2 récepteurs vont se combiner tout ensemble pour faire un système hormonal, plus qu'une hormone, un récepteur. Il y a tout un système hormonal et un système de récepteurs qui fait que lorsque vous allez retirer cette hormone-là, ça va laisser plus de place aux autres hormones pour venir se lier aussi sur ce premier récepteur. Et puis cette hormone-là, elle va aussi manquer au deuxième récepteur. Donc en fait, l'hypoparathyroïdie, c'est probablement pas une maladie qui est liée au calcium en soi, c'est une maladie qui est liée à ce déficit de cette hormone-là, la PTH. Et ça déséquilibre tout un système hormonal complexe qui fait que pour chacun,
on va avoir un retentissement qui va être très différent et qui va être vraiment très personnel. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on est en train de rentrer dans cette médecine un peu plus personnalisée dans l'hypoparathyroïdie, où avant tout le monde avait du calcium et de la vitamine D, et maintenant il faut qu'on rentre dans quelque chose de plus spécifique, de s'adapter à chacun et de se dire, ben, pour chacun, on est capable de proposer une prise en charge un peu plus spécifique parce que la situation est plus compliquée que juste il manque du calcium. Et c'est ce qu'on a essayé de rappeler dans les recommandations européennes de la Société européenne d'endocrinologie qui ont été publiées l'année dernière et dans laquelle on a essayé de dire, bah voilà, quelles sont les cibles du traitement dans l'hypoparathyroïdie. Eh bien, évidemment, on garde la calcémie, c'est un objectif à atteindre, mais aussi il y a la phosphatémie qui est un objectif à atteindre. Et donc, la calcémie, on va essayer de viser quelque chose de normal bas. La phosphatémie, alors ça devient un peu plus compliqué parce que est-ce que la phosphatémie, il faut la traiter en tant que telle, ça demande beaucoup plus de comprimés que gérer uniquement le calcium. Et puis on dit que peut-être le produit phosphocalcique, la multiplication de la calcémie par la phosphatémie, c'est quelque chose d'important, mais c'est toujours un concept un peu compliqué à prendre en compte. En tout cas, on sait qu'il faut essayer de limiter et de ne pas avoir trop de sel de calcium à prendre, sauf dans certains cas précis. Mais prendre trop de sel de calcium, il y a probablement mieux à faire. C'est pareil pour la vitamine D active, c'est important d'en avoir pour essayer d'équilibrer, mais si on est obligé de prendre plus de 3 microgrammes par jour de 1-alpha, c'est qu'il y a probablement un souci et qu'il y a quelque chose de mieux à faire. Parce que, en fait, tout ça, si on donne trop de vitamine D active, trop de calcium, le risque, c'est d'avoir trop de calcium dans l'urine. Et donc, le risque, c'est d'avoir des calculs rénaux, une néphrocalcinose, voire une insuffisance rénale chronique. Et donc, ça, on veut essayer de l'éviter un maximum. Et puis, surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est essayer d'avoir pas trop de symptômes et avoir la meilleure qualité de vie. De dire, bah, on a des patients qui souffrent d'une maladie. Le but n'est pas uniquement de contrôler de la biologie. Le but, c'est de leur permettre d'avoir la meilleure qualité de vie possible. Sauf que ça pose des soucis de savoir comment on arrive à contrôler tout ça. Et dans EpiHypo, on a essayé de regarder, nous, au fur et à mesure des années, est-ce qu'on est capable de contrôler, selon tous les critères qu'on a ici, la maladie? Donc, c'est à la fois la calcémie, la phosphatémie, le calcium qu'on prend, la vitamine D active, la calciurie et les symptômes. Eh bien, on se rend compte que pendant très longtemps, en fait, on n'avait qu'à peu près 5% des patients qui rentraient dans cette définition-là et qui étaient contrôlés. Et puis, depuis 2018, on voit que petit à petit, on augmente le nombre de patients qui sont de mieux en mieux contrôlés. Alors, très probablement parce que on parle plus de l'hypoparathyroïdie, on fait plus de formations, on a sorti le PNDS, mais c'est aussi, et vous voyez ici à droite, donc la répartition des traitements, il y a de plus en plus d'utilisation de la PTH recombinante. Alors, ça n'est pas valable pour tous les patients parce que ça reste contraignant comme traitement. Mais pour les patients qui répondent à des critères qui sont ici, pour lesquels on ne contrôle pas les symptômes, ils prennent beaucoup de calcium, de vitamine D, ou alors on n'arrive pas à contrôler correctement la calcémie, la phosphatémie, mais il faut avoir en tête qu'il existe un traitement. Alors pour l'instant, il existe le tériparatide, mais il y en a d'autres qui sont en cours de développement et qui devraient arriver, qui vont permettre probablement de mieux contrôler la maladie. Donc, vous voyez qu'en fait, on a besoin d'avoir beaucoup de données pour évaluer ce qu'on est en train de faire au niveau national. Vous voyez que ça, ce sont des données qui viennent de la totalité de ce qu'on a en France. Et je pense qu'on est en train d'essayer qu'on améliore les choses. Mais vous voyez, avec tous les efforts qu'on fait à l'heure actuelle, on a entre un patient sur 5 ou un patient sur 4 qui sont dans EpiHypo qu'on peut considérer comme contrôlés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de symptômes, ils ont la calcémie qui est contrôlée, leur fonction rénale qui va bien, ils n'ont pas trop de calcium dans l'urine. C'est quand même que 1 sur 4. Donc, il y en a encore 3 sur 4 pour lesquels on doit améliorer les choses. Et donc, notre question, c'est comment on arrive à mesurer correctement ce qu'on fait et ce que vivent les patients. Là, je vous ai montré beaucoup de données qui viennent de EpiHypo, donc qui sont rapportées par les médecins. Mais notre question, c'est de donner la parole directement aux patients et de dire, nous, on a besoin de mesurer les symptômes que vous vivez et de mesurer la qualité de vie. Mesurer la qualité de vie, il existe pour ça des outils, des questionnaires qui ont été construits avec à la fois des soignants et des patients.
chez qui on a réfléchi à quelles sont toutes les dimensions, tous les symptômes qu'ils peuvent présenter pour poser des questions qui soient pertinentes. Et donc, nous, on est reparti d'un questionnaire qui a été validé, qui a été développé par une équipe allemande et revalidé en anglais, mais qui n'est pas validé en français. Et donc, on a travaillé avec l'association Hypoparathyroïdisme France et des gens qui ont créé le questionnaire pour le traduire. Alors, quand on fait de la traduction, c'est toujours très compliqué parce que vous savez que d'une langue à une autre, d'une culture à une autre, on n'a pas les mêmes représentations. Donc, on a traduit de l'anglais en français. Et puis après, on a retraduit du français à l'anglais pour vérifier qu'on ne perdait pas de sens. Et on a rediscuté avec l'équipe qui avait fabriqué le questionnaire et qui l'avait validé initialement. Et donc, tout ça, ça a été fait. Ça nous a pris pas mal de temps pour le faire. Et maintenant, on a besoin d'avoir des gens chez qui on va tester ce questionnaire, vérifier que le questionnaire il est bien compris, qu'il représente bien votre qualité de vie et qu'il est stable dans le temps. Donc pour ça, on a besoin d'avoir un maximum de gens qui participent. Donc on a lancé la cohorte hypoparathyroïdie au sein de la cohorte Compare. Donc là, vous avez le lien, hein, c'est compare.php.fr. Vous pouvez le faire tout de suite depuis votre téléphone, depuis votre ordinateur. Vous pouvez commencer maintenant, continuer plus tard. Et ça, c'est un travail qu'on fait et qui est financé par la filière maladie rare Oscar, qu'on fait avec l'association Hypoparathyroïdisme France. Et donc, on a déjà dans cette cohorte-là 154 patients qui ont dit qu'ils voulaient participer à la cohorte et qui participent activement à la cohorte. Et pour l'étude sur la qualité de vie qu'on a lancée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours d'ailleurs, puisqu'on l'a lancé pour la journée mondiale de l'hypoparathyroïdie, donc ça doit faire 3 semaines là maintenant, un peu plus de 3 semaines. On a déjà 90 personnes qui participent à l'étude sur la qualité de vie. Idéalement, pour avoir quelque chose de valide scientifiquement, il faudrait qu'on arrive à atteindre dans les 150 à 200 personnes qui participent à l'étude sur la qualité de vie. Donc, on a encore un petit effort à faire. Donc, si vous connaissez des gens autour de vous qui ont aussi une hypoparathyroïdie, si vous avez des patients qui ont une hypoparathyroïdie, il faut vraiment leur dire que c'est une façon active de participer à la recherche et d'améliorer les choses. On aura derrière d'autres études aussi auxquelles on vous proposera de participer, puisqu'on va avoir besoin de réfléchir à quels sont les symptômes que vous présentez, qu'est-ce que vous voulez vers où vous voulez que la recherche avance. On a déjà plein d'idées, donc surtout si vous en avez, n'hésitez pas à nous les soumettre. Hein. On est ouvert à travailler avec vous, avec les patients, avec les soignants sur quelles sont les choses qui sont importantes et qu'on peut arriver à améliorer. Et donc, pour finir, je voudrais remercier tous les gens qui participent à tous ces travaux, hein, que ce soit EpiHypo ou la cohorte Compare. Donc là, j'ai mis les noms vous voyez, le nom de tous les médecins qui participent. Mais je voudrais d'abord remercier l'association Hypoparathyroïdisme France et tous les patients qui activement permettent de faire avancer la recherche dans l'hypoparathyroïdie. Et j'ai mis aussi en bas les institutions qui participent avec nous à tout ça. Et donc, je crois que j'ai terminé, je pense. Et donc, je crois qu'après, on passera aux questions ensuite. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Delphine Bessoni. Je préside Hypopara France avec Christelle. Merci, docteur Bertocchio, pour cette présentation sur la fluctuation des symptômes. Il y a déjà des questions qui remontent dans le chat, mais on les gardera pour la fin, hein, comme on l'avait prévu, je pense, docteur Bertocchio. Et puis maintenant, je vais laisser la parole au professeur Houillet, qui travaille à l'hôpital européen Pompidou à Paris, sur la thématique du processus de décision thérapeutique. Quelles sont les étapes pour établir des recommandations de suivi de l'hypopara? Voilà, professeur Houillet, à vous la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par essayer de partager mon document. Vous le voyez? Oui. Alors, j'ai un peu changé le titre, hein. Pour différentes raisons. La première, c'est que c'est effectivement des réflexions que je me fais. Et la deuxième raison, c'est que
Le thème de la décision médicale est pas mon domaine de recherche. Des gens qui travaillent là-dessus, mais moi, c'est pas mon domaine de recherche. Donc, je voulais partager avec vous quelques éléments de réflexion plutôt que de faire un récapitulatif de ce qu'a été cette histoire de décision médicale, comment ça a évolué au cours du temps. Et le troisième point préliminaire, c'est que je ne vais pas spécifiquement parler d'hypoparathyroïdie. Je vais en parler un peu, mais pas spécifiquement. Je vais même, à certains moments, parler de choses qui n'ont rien à voir avec la médecine. Le quatrième point, c'est que vous verrez, certaines diapositives sont en anglais parce que j'ai capturé le texte original qui, lui, est en anglais, mais vous inquiétez pas, on va le traduire ensemble. Alors, ce qui caractérise le domaine de la décision médicale tel que je le conçois, c'est trois choses. C'est un domaine dans lequel le doute est omniprésent et je vais revenir dessus, et j'entends par doute l'incertitude que l'on a sur la manière dont il faut interpréter les données en notre possession. Le deuxième point, c'est l'incomplétude, c'est-à-dire que on sait qu'on ne possède pas toutes les données. Ni le patient, ni le médecin, parce que si on possédait toutes les données et que ces données étaient, univoques, on arrêterait de faire de la recherche, parce qu'on serait allé au bout du processus. Et le troisième point, c'est qu'on est dans une relation qui est asymétrique. Une relation soignant-patient est une relation qui implique par définition au minimum 2 personnes. Parfois, elle en implique plus. Ça peut être plus de personnes du côté patient, par exemple en pédiatrie, il y a toujours l'enfant et les parents. Mais ça peut aussi être plus de personnes du côté soignant. On va revenir là-dessus dans quelques minutes. Et cette relation met en présence des gens qui ont des compétences qui sont différentes. En ce sens que certains connaissent théoriquement mieux la maladie et d'autres connaissent mieux le ressenti de la maladie. Il n'y a personne autre qu'un patient qui a une meilleure connaissance de ce dont la maladie est responsable. Donc c'est un domaine dans lequel il n'est pas forcément aisé d'évoluer. Alors, Pascal, excusez-moi, je vous interromps, mais je crois que vos slides ne défilent pas. Je pense que vous devez être, vous, en présentation en plein écran, mais que voilà, là c'est bon, là on les voit. Là, d'accord. Alors je vais pas me mettre en présentation et je vais rester comme ça. Voilà, là on les voit. Pardon. Je vais revenir sur cette notion de doute. Alors le doute peut être systématique, c'est-à-dire on doute de tout. Autrement dit, on s'interroge en permanence sur, on va dire, la véracité de ce qu'on observe, de ce qu'on ressent. Alors il y a des théories du doute systématique. C'est une posture qui peut être tout à fait respectable quand c'est une posture individuelle. Ça peut être un outil de manipulation, le doute systématique. Il y a un très très bel exemple de ça dans l'histoire de la médecine d'ailleurs, qui est ce qui s'est passé au moment où les médecins ont commencé à se douter que fumer jouait un rôle important dans le développement des cancers bronchiques. Évidemment, ça n'a pas plu du tout à l'industrie du tabac, et pendant des décennies, je dis bien des décennies, l'industrie du tabac a organisé à coups de milliards une permanence du doute
sur le lien qu'il y avait entre la consommation de tabac et le cancer bronchique. Donc, ce doute systématique utilisé comme une arme de désinformation en réalité peut être extrêmement délétère. Il y a un doute méthodique qui est celui qu'on utilise aujourd'hui, qui a été théorisé par Descartes au XVIIe siècle, et qui est un outil de la progression des connaissances et de la progression scientifique. Alors, si on vient à cette histoire de décision médicale, on va dire qu'il y a au moins deux grands domaines dans lesquels il faut éviter de faire des erreurs. C'est le domaine du diagnostic et le domaine du traitement. Et donc, pour éviter de faire des erreurs, il faut se poser 5 secondes la question de savoir comment est-ce qu'un cerveau traite l'information. Et les psychologues disent qu'il y a deux modes de traitement de l'information. Il y a un mode qu'on appelle automatique ou intuitif, ou de type 1, qui est le mode qu'on utilise le plus dans les activités humaines. C'est un mode qui résulte de l'entraînement, qui est acquis par l'expérience. Et évidemment, c'est celui qui est le plus à même de pourvoir des erreurs. Si on prend un exemple, quand on conduit, on passe son temps à changer des vitesses, et en général, on change les vitesses au moment où il faut changer la vitesse. On ne réfléchit pas, on n'analyse pas la situation qui dit « tiens, il faut que je change de vitesse ». Et on peut penser à autre chose en même temps. Donc ça, c'est un mode automatique. Le deuxième mode, c'est le mode contrôlé, qu'on appelle le mode analytique ou le mode de type 2, qui, lui, est pleinement conscient, qui est en général plus lent, qui est généralement fiable et qui se base sur des lois. Alors que ce soit des lois scientifiques ou des lois qui découlent de la logique. Mais ce mode contrôlé, ses inconvénients, outre le fait qu'il est plus lent, c'est qu'il est aussi soumis à des biais cognitifs qui amènent à faire des erreurs, parmi lesquelles on trouve les erreurs de jugement et les erreurs de raisonnement. Alors les biais cognitifs, on pourrait y passer des heures parce que les psychologues les ont décrits en long, en large et en travers. Il y a des centaines, enfin des dizaines au minimum, de biais cognitifs qui ont été répertoriés. Je vais juste vous en citer quelques-uns qui illustrent ce que peut être un biais de jugement ou ce que peut être un biais de raisonnement. Dans les biais de jugement, parmi tous les biais de jugement qui sont possibles, il y a ce qu'on appelle le biais de normalité. Et le biais de normalité, c'est de ne pas voir ce qui est en train de s'écarter de la normale et qui va aboutir à un résultat qui va être très anormal avant que ce résultat très anormal ne s'impose à l'évidence. Donc c'est l'incapacité à déceler de manière précoce des signes avant-coureurs. Ça s'applique en médecine, ça s'applique dans absolument tous les domaines de l'existence. Un autre biais, c'est ce qui est décrit sous le nom d'effet Dunning-Kruger. Ça décrit le fait que dans un domaine donné, les gens les moins compétents ont tendance à surestimer leurs compétences, alors que les gens les plus compétents ont tendance à sous-estimer leurs compétences et à se faire moins confiance. Donc il y a une sous-confiance des gens les plus compétents et une surconfiance des gens les moins compétents. Deux exemples de biais de raisonnement qui est par exemple la perception sélective, c'est-à-dire qu'on ne recueille qu'une partie de l'information et on laisse une autre partie de côté. Donc on n'utilise pas l'ensemble de l'information disponible. Un autre qui s'en rapproche assez, qui est le biais de confirmation d'hypothèse, c'est-à-dire qu'on a une idée préconçue et on ne va chercher dans les éléments dont on dispose que les éléments qui viennent conforter cette hypothèse et on néglige les autres. Donc évidemment, de cette manière-là, on ne risque pas de rectifier ces erreurs. Et ce qu'il faut faire en permanence,
c'est lutter contre les biais. Donc pour ça, il faut revenir aux règles, il faut revenir au savoir, il faut revenir aux procédures, il faut revenir aux stratégies qu'on a acquis et qu'on peut mobiliser pour aider à la prise de décision et aux résolutions de problèmes, ce qui veut dire qu'il faut avoir des règles et il faut avoir des savoirs. Alors, dans le domaine des maladies fréquentes, je dis c'est relativement simple pour un certain nombre de raisons. Première, c'est qu'il y a beaucoup de patients et de patientes. Deuxième, c'est qu'il y a beaucoup de praticiens et de praticiennes. La troisième, c'est qu'il y a des enjeux sociaux et économiques directs qui sont élevés puisque ça concerne beaucoup de gens. Donc la recherche et l'investigation est encouragée et il y a des moyens qui sont mis là-dedans. Les maladies fréquentes sont enseignées précocement aux soignants et sont enseignés en faculté de médecine et sont enseignés aux instituts de formation en soins infirmiers et sont enseignés dans toutes les structures qui forment des professionnels. Ce sont souvent des maladies multifactorielles, en dehors des maladies infectieuses, avec une très forte influence de l'environnement. Et donc, les traitements sont relativement simples parce que ce qu'on va traiter, c'est traiter les conséquences. On peut d'ailleurs s'interroger sur l'absurdité qui est de faire vivre des gens dans un environnement qui va les rendre malades et ensuite de chercher quels sont les meilleurs traitements pour traiter les conséquences des maladies sans traiter la cause au passage. Pour les maladies rares, c'est plus compliqué parce qu'il y a peu de patients, peu de patientes, il y a peu de praticiens, peu de praticiennes. Pour une société, les enjeux sociaux et économiques sont évidemment plus faibles parce que ça concerne plus de monde, mais pour les individus, les enjeux personnels restent élevés et éventuellement sont plus élevés d'ailleurs que pour les maladies fréquentes. Elles sont peu ou pas enseignées précocement. Donc l'acquisition de l'expérience du savoir, elle se fait plus tard et donc pas pour tout le monde. Et puis ce sont souvent des maladies monofactorielles pour lesquelles le moyen d'agir sur la cause initiale existe ou n'existe pas, et dans un certain nombre de cas, il n'existe pas. Alors, avoir des repères, c'est-à-dire établir des règles et construire des savoirs, ça commence par le fait de collecter des données et les partager. Et dans le domaine des maladies rares, collecter des données est une entreprise qui est plus compliquée que dans le domaine des maladies fréquentes, justement à cause de la rareté. Et donc, je vous montre quelque chose que je ne devrais pas vous montrer parce que normalement, je n'ai pas le droit de le partager, mais peu importe, qui est le résultat de la mesure de calcémie chez à peu près 1000 patients qui sont dans une cohorte internationale qui s'appelle Paradigme en traitement conventionnel. Et chez ces gens qui sont traités, on voit en fait deux choses qui constituent un savoir. On voit quelle est leur valeur moyenne de calcémie, qui est de 2,18 millimoles par litre, c'est-à-dire pas très loin de la normale. Et puis on voit surtout la variabilité de la calcémie de ces gens-là. Et on la voit mieux en fait quand on regarde sur cette ligne-là, quand on regarde les extrêmes. Et quand on regarde les extrêmes, dans une population de patients hypoparathyroïdiens dont la calcémie est en médiane à 2,2 millimoles par litre, on rencontre des gens dont la calcémie est à 1,2 et dont la calcémie est, enfin d'autres dont la calcémie est à 4,2 millimoles par litre. Donc regarder la médiane ou regarder la moyenne, c'est une manière complètement biaisée de collecter des données, puisque on capture une information qui n'a pas de pertinence individuelle. La pertinence individuelle, elle est donnée par ça, on est en face d'une population chez qui on peut trouver des valeurs de calcémie qui sont extrêmement variables
est extrêmement anormale, c'est-à-dire qu'une partie de cette population qui a un traitement conventionnel n'est absolument pas contrôlée par le traitement. Ça revient à ce que Jean-Philippe disait tout à l'heure. La collecte des données et le partage des données obéissent au principe de l'auberge espagnole, c'est-à-dire que là-dedans, on ne trouve que ce que les gens apportent. Donc, dans les données qui sont disponibles dans la littérature, qui sont disponibles dans les bases de données, qui peuvent être partagées, on ne trouve que ce que les gens mettent et, par définition, on ne trouve pas ce que les gens ne mettent pas. Et on n'est jamais certain ni de l'exhaustivité, ni de la qualité des données. Pour avoir des repères, toujours la même chose, c'est-à-dire se construire des règles et établir des savoirs, il faut partager et confronter les expériences, c'est-à-dire les mettre en commun. Alors, un moyen de faire ça, c'est l'enseignement, évidemment, mais je vous ai dit que l'enseignement des maladies rares, c'est pas quelque chose qui est fait précocement. Alors, il n'y a pas que l'enseignement facultaire, hein, il y a l'enseignement post-facultaire, et ça, c'est un endroit où on peut faire ce type d'enseignement, mais c'est plus tardif, ça concerne moins de monde, c'est pas un enseignement de masse comme l'enseignement facultaire. Il y a ce qu'on appelle et qui se développe de plus en plus et qui, je pense, rend service, qui sont les réunions de concertation pluridisciplinaires, c'est-à-dire où on partage les expériences de plusieurs professionnels pour aborder et trouver des solutions qui paraissent les plus adaptées, les meilleures. Et puis, en haut de l'échelle, il y a ce qu'on appelle les conférences de consensus qui aboutissent en général à établir des recommandations, ce que les anglo-saxons appellent des guidelines. Donc, dans le domaine de l'hypoparathyroïdie, parce qu'il faut quand même un petit peu parler de l'hypoparathyroïdie, la dernière conférence de consensus s'est terminée en 2022. Elle était internationale et c'était la deuxième. Qui a été conduite avec énormément d'investigateurs répartis dans les différents pays, on va dire essentiellement du monde occidental et est-asiatique. Et cette conférence de consensus a fait un certain nombre de recommandations sur la manière de prévenir, diagnostiquer, prendre en charge, traiter l'hypoparathyroïdie. Évidemment, ce ne sont que des recommandations, mais ces recommandations sont assorties, autrement dit, ce n'est pas l'étape de la loi, hein. Ça ne s'impose pas. Mais sont des recommandations qui sont faites de manière consensuelle, par définition, par les gens qui ont participé, c'est-à-dire plusieurs dizaines de personnes à chaque fois sur chaque sujet. Et ces recommandations sont assorties d'un indice de force en fonction des éléments sur lesquels elles se basent. Si elles se basent sur des arguments objectifs forts, ce sont effectivement des recommandations, c'est-à-dire que le texte dit « nous recommandons d'eux ». Si elles se basent sur des arguments objectifs moins forts, la terminologie change et c'est « nous suggérons d'eux ». Et puis, s'il n'y a pas d'argument objectif, autrement dit que ce sont des avis d'experts basés sur l'expérience, mais reposant pas sur des choses qui sont absolument certaines, ça devient « nous proposons d'eux ». Et en fait, toutes les conférences de consensus qui sont de bonne qualité gradent l'intensité de leurs recommandations pour aller du « on est certain qu'il faut faire ça » à on est moins certain, mais ça nous paraît être la meilleure solution. Alors, il n'y a pas que les conférences de consensus médical qui utilisent ce type de gradation. Et ce que vous avez sous les yeux, par exemple, c'est une figure qui est extraite
du résumé pour décideurs, du 6e rapport du GIEC, du groupe de travail numéro 1. Le groupe de travail numéro 1, c'est celui qui fait l'état des lieux. Et ce qui est symbolisé ici, c'est le monde. Alors, chaque partie du monde est un hexagone. Et la question qui est posée, c'est, en gros, est-ce que la température a augmenté depuis l'ère pré-industrielle, ou est-ce qu'elle a baissé, ou est-ce qu'elle n'a pas changé? Alors, vous n'allez pas être surpris de voir que ça augmente à peu près partout, mais surtout, il y a un indice de certitude. Et quand il y a 3 points, ça veut dire que la certitude est très élevée quant à l'affirmation. Quand il y a 2 points, elle l'est moins. Quand il y a 1 point, elle l'est encore moins. Et puis, il y a des endroits pour lesquels ils disent « on ne sait pas ». Voilà, on ne sait pas. Alors ça, c'est un truc que les journalistes, en général, ne retranscrivent pas parce qu'il faut un peu de temps pour expliquer ce genre de nuances, mais ces nuances sont importantes. Ça peut se faire pour ce qui est le passé, ça peut se faire aussi pour ce qui est l'avenir. C'est-à-dire, le groupe 2, lui, il s'intéresse à ce qui va se produire. Et par exemple, une des questions peut être, est-ce que la dérive climatique va avoir des impacts sur la santé et le bien-être, ces impacts pouvant être positifs ou pouvant être négatifs? Eh bien, à l'échelle globale, c'est-à-dire du monde entier, la conclusion est que globalement les impacts vont être négatifs, mais la certitude avec laquelle les gens disent ça est caractérisée par l'intensité de la couleur. Donc le bleu foncé donne une certitude ou indique une certitude qui est plus forte que quand c'est du violet pâle, par exemple. Donc il n'y a pas qu'en médecine qu'on fait ce genre de truc. Alors pour vous donner des exemples, voilà une recommandation forte. Quelle est la valeur de mesurer la calcémie et la PTH après une thyroïdectomie pour prédire une hypoparathyroïdie post-chirurgicale permanente? Et la réponse est, nous recommandons d'utiliser la mesure de PTH précocement, c'est-à-dire dans les 12 à 24 heures, après une thyroïdectomie totale, pour prédire quels patients ne vont pas développer une hypoparathyroïdie post-chirurgicale permanente. Et ça, c'est une recommandation forte parce qu'il y a suffisamment de données maintenant dans la littérature pour pouvoir le dire. Comment est-ce qu'un patient avec une hypoparathyroïdie doit être traité? Et un patient, la réponse est, un patient avec une hypoparathyroïdie, chez les patients avec une hypoparathyroïdie, le panel, l'assemblée, suggère, c'est pas recommande, hein, c'est suggère que la thérapie conventionnelle, calcium vitaminé active, est une thérapie de première ligne. C'est une recommandation qui est moins forte que l'autre, parce que les données permettant de l'affirmer sont moins fortes, donc c'est une recommandation faible, parce que les arguments disponibles dans la littérature sont de basse qualité. Et voilà quelque chose qui n'est pas une recommandation, mais une proposition, donc un avis d'experts, parce qu'il n'y a pas les éléments disponibles pour être suffisamment fort dans la recommandation. Par exemple, nous proposons de traiter avec du calcium et de la vitamine D active ou des analogues, avec le but d'élever la calcémie vers les cibles, c'est-à-dire l'intervalle inférieur des intervalles de normalité ou juste en dessous de cet intervalle de normalité. Aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la meilleure combinaison de doses entre le calcium et la vitamine D active. C'est sur éviter l'hypercalciurie
tout en améliorant ou en soulageant l'hypocalcémie symptomatique, éviter l'hypercalciurie en titrant les doses de calcium et de vitamine D active, tout en se donnant comme objectif d'avoir une calcémie normale. Donc, une des questions, c'est comment est-ce qu'on peut avoir des recommandations fortes, autrement dit, est-ce qu'on peut avoir des évidences qui sont pas discutables ou peu discutables en médecine, et comment est-ce qu'on génère ces données, et encore une fois, c'est quelque chose qui est relativement simple dans les maladies fréquentes et plus difficile dans les maladies rares, et je vais vous donner un exemple qui est juste sous vos yeux. On considère, à tort ou à raison, que un des moyens aujourd'hui de générer des données qui ne soient pas critiquables, qui soient solides, c'est de faire des études contrôlées, randomisées en double insu. Le problème de ces études, c'est que c'est le nombre. On va prendre un exemple qui est, on dispose d'un traitement qui est capable de faire disparaître la douleur dans un syndrome particulier. Donc, on a deux groupes de patients, un groupe de patients qui n'est pas traité au hasard et un groupe de patients qui est traité. L'effet du traitement est quantitativement important parce que quand on n'est pas traité, il y a 40% des gens qui n'ont pas mal, et quand on est traité, il y a 60% des gens qui ont pas mal. C'est un traitement dont on peut être moins efficace, ça apporte quelque chose à la communauté. Si on montre ça chez 200 patients dans chaque groupe, la différence entre les groupes est telle que l'efficacité du traitement est démontrée. Si on fait la même chose en mettant seulement 20 patients par groupe, on n'est pas capable de montrer qu'il y a une différence significative, et on va conclure à tort à l'inefficacité du traitement. Donc, ce n'est pas approprié aux situations dans lesquelles on n'a pas beaucoup de patients. Alors, il y a des méthodologies qui sont en train de se développer, qui permettent de faire des choses dans les maladies rares. Par exemple, les essais de type N+1, où on fait des mesures répétées chez un même patient. Par exemple, si on prend ce sujet 1, là, participant, on lui mesure ses triglycérides avec un traitement A, puis avec un traitement B, de nouveau avec le traitement B, puis avec le traitement A, puis avec le traitement B, puis avec le traitement A. Et ensuite, on représente ça graphiquement, et ce dont on s'aperçoit chez ce patient, c'est que systématiquement, les valeurs de triglycérides sont toujours plus basses quand il est avec le traitement B que quand il est avec le traitement A, même s'il y a de la fluctuation au cours du temps, même s'il y a de la variabilité. Et ça, c'est des choses qui peuvent être utilisées dans les maladies rares pour créer de l'information solide. Pourquoi est-ce que j'arrive? Voilà. Pour finir, prendre une décision, c'est essayer de répondre à une question. Alors, la question peut être très simple. Est-ce que la situation est contrôlée par le traitement? À une question comme ça, il n'y a que deux réponses. Il y a une réponse qui est oui ou une réponse qui est non. Donc, ça a l'air simple. En réalité, la question est extrêmement compliquée parce que ça dépend de qui pose la question. Est-ce que c'est le patient ou est-ce que c'est le médecin ou est-ce que c'est les deux? Est-ce que les deux ont la même réponse? Pourquoi est-ce qu'ils ont cette réponse? Que ce soit une réponse d'accord ou une réponse de désaccord. Dans l'hypoparathyroïdie, on nous dit il faut faire attention à la calcémie, la phosphatémie, la calciurie, la fonction rénale. Donc, toutes ces valeurs-là vont être des éléments de la décision. Mais il n'y a pas que ça. Est-ce qu'il y a des symptômes? Est-ce qu'il n'y a pas de symptômes? S'il y a des symptômes, quelles sont les tendances évolutives? Est-ce que ça ne change pas? Est-ce que ça s'aggrave? Est-ce que ça s'améliore? Quelle est la demande du patient? Comment est-ce qu'elle est manifestée? Quelle est l'attente du patient qui peut être quelque chose qui est différent de la demande? Et puis,
Quelles sont les expériences passées? Comment est-ce que ces expériences passées vont influencer le jugement? Quelles sont les paroles et les gestes qui sont utilisés pendant cet échange singulier qui a lieu entre le patient et son médecin ou son soignant, qu'est la consultation ou une situation en dehors de la consultation, un échange téléphonique, un échange en visio ou ce qu'on veut. Quelle est ce jour-là l'humeur de l'un et de l'autre? Quelle est la météo du jour et comment est-ce que ça influence les décisions? Et j'ai arrêté de rajouter des trucs parce que ma diapo devenait tout petite. Tout ça vont être des éléments qui vont influencer la décision. Et donc, ma conclusion, c'est que ChatGPT, pour la décision médicale, je pense que c'est pas pour demain. Voilà. Merci, professeur Rouillet, pour cette présentation extrêmement complète et qui va probablement nécessiter de vous réentendre parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été abordés et on comprend toute la complexité de la prise en charge des patients et on est bien loin on va faire des recherches sur la maladie et puis on va savoir et puis il y a qu'à donner un traitement quoi. C'est le parcours est bien plus complexe que ça. C'est un petit peu ce que j'ai. Alors, faut pas non plus dire que on n'a pas de certitude. On a aussi des certitudes. Oui. Par exemple, si on enlève les parathyroïdes de quelqu'un, la calcémie baisse. Ça, c'est une certitude. Oui. Voilà. On en a quelques-unes comme ça. Mais les incertitudes que l'on a sont colossales. Et ce qu'on essaye de faire avec Jean-Philippe et d'autres, c'est d'essayer à la fois de faire avec et de les réduire. Dans les commentaires des personnes, il y a eu beaucoup de messages sur tous les éléments extérieurs, la météo, le cycle menstruel, on peut rajouter comment... J'ai bien dit que je n'étais pas exhaustif dans ma diapo. Oui. Hein. Oui, tout à fait. Et comment ces données-là peuvent être collectées parce que dans EpiHippo, ce sont des symptômes qui sont répertoriés par les médecins et lors d'une consultation médicale, on ne va pas forcément envisager ces situations particulières où ça peut paraître plus mineur pour un médecin qui ne va pas forcément les répertorier en tant que tel et se contenter de... Enfin, quand je dis se contenter, j'ai déjà conscience que c'est du travail pour collecter tout ça, mais va peut-être se limiter à lister les symptômes sans préciser le contexte. Je ne sais pas si... Oui, je vois bien la question. En réalité, je pense que là, on arrive dans le domaine de l'investigation parce que aujourd'hui, un certain nombre de choses que j'ai mises sur cette dernière diapo, on peut se douter qu'elles vont avoir une influence. On n'a pas de certitude qu'elles ont une influence. Moi, je suis à peu près certain que l'environnement professionnel des gens, qui n'était pas quelque chose qui était sur la diapo, que la manière dont ça se passe avec leurs collègues, que les difficultés auxquelles ils ont fait face pour venir à l'hôpital, est-ce que ça s'est bien passé ou est-ce qu'ils ont eu 3 heures d'embouteillage, tout ça va... si on veut évaluer le poids que ça a, si ça a un poids, il faut décider de travailler dessus. Donc, en plus des informations qu'on collecte habituellement et sur lesquelles on base
une décision, encore une fois, partagée. Une des choses que j'ai essayé de faire comprendre, c'est que la décision, de toute façon, était partagée. Si on se pose des questions sur l'influence d'éléments extérieurs, il faut l'investiguer de manière à pouvoir dire après 3 ans, 4 ans, 5 ans d'investigation, bah oui, ça a un poids ou non, ça n'a pas de poids. Il y a peut-être une des choses, en fait, pour aller dans le sens aussi de Pascal. Quand on construit des cohortes à partir de dossiers médicaux, etc., on est obligé de définir à l'avance quelles sont les données qu'on veut recueillir. Typiquement, quand on a construit EpiHippo avec Pascal, on s'est mis autour de la table, on était à plusieurs, hein, pas que Pascal et moi, il y a eu une dizaine de médecins, et l'association aussi, vous étiez dedans, et on s'est dit quelles sont les données qui sont importantes à recueillir. Et donc, évidemment, on a dit, ah ben la calcémie, ah ben le traitement, ah ben oui, mais est-ce qu'on a besoin de ci, de ça, etc. Et en fait, on a fait une liste de tout un tas de variables qu'on a dit qu'on allait collecter. Et puis, on a commencé à collecter ces données, on a commencé à les analyser, on s'est dit, ah, mais on a oublié ça. Et on a commencé à rajouter des choses en disant, ah, ben, on va rajouter ça. Et donc, en fait, toutes les données qu'on avait déjà acquises, toutes les visites qu'on avait déjà acquises, on n'avait pas ces données-là. Donc, il a fallu retravailler, à les retourner chercher. Et puis, en fait, au fur et à mesure, régulièrement, il y a des choses où on se dit, ben, là, il nous manque cette information-là, parce qu'on n'y a pas pensé. Et si je vous montrais la table déjà des données qu'on a dans EpiHippo, c'est des centaines, voire des milliers de variables déjà qu'on collecte régulièrement. Pour la plupart, on n'a pas parce que les données n'existent pas, elles n'ont pas été générées. Et au bout d'un moment, on arrive aussi à une limite, on dit, bah, du côté médical, il y a un nombre de données qu'on arrive à avoir. Et en fait, il y a des données qui nous manquent. En gros, c'est qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous ressentez. Et c'est pour ça qu'on se dit, maintenant, on a besoin de passer vraiment directement du côté patient. Sauf que du côté patient, il y a aussi, encore une fois, ça, Christelle, vous savez, on a réfléchi ensemble, quelles sont les données qu'on va recueillir, quelles sont les données où on va demander aux patients de nous dire ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. Sauf qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas penser. Typiquement, la fluctuation avec le cycle menstruel, la météo, etc. C'est très difficile de dire, pour chacun, on va vous poser la question à tel moment de votre cycle ou à tel autre moment du cycle. Et pour essayer de mesurer ce qui se passe dans le temps, c'est très compliqué parce que du coup, ça dépend de chacun. Ça veut dire qu'on doit suivre le cycle de chacun. Et puis, pour celles qui vont avoir un cycle irrégulier ou un cycle régulier, il va y avoir aussi des choses. Donc, il y a plein de choses auxquelles on peut penser en avance et des choses auxquelles on ne peut pas penser, on ne peut pas vraiment structurer les choses en amont. C'est pour ça qu'on est en train aussi de développer une partie de recherche sur des choses plus libres, rapportées spontanément par les patients, avec des textes libres, dans lesquels les gens pourraient nous dire exactement ce qu'ils veulent. Et notamment, les groupes que vous faites, etc., sont des choses qui sont hyper importantes parce que spontanément, vous allez avoir des choses à raconter auxquelles nous, on ne penserait pas. Mais il va y avoir, pour revenir à ce que disait Pascal, il va y avoir un risque, un énorme risque, qui est le risque du biais de ceux qui s'expriment, sont ceux qu'on va entendre, et tous ceux qui ne s'expriment pas, en fait, on va manquer une information. Et la question est comment on arrive à avoir l'information même de ceux qui habituellement ne s'expriment pas. Et ça, c'est hyper important d'arriver à inciter un maximum de gens qui disent, même ceux qui disent, mais moi, j'ai rien à dire, mais c'est hyper important qu'ils nous disent, je n'ai rien à dire. C'est bête à dire, mais c'est quelque chose d'hyper important de savoir qu'il y a des gens qui n'ont rien à dire. Et ça, on a du mal à le mesurer. Oui, tout à fait. Je me permets juste de faire une petite intervention. Apparemment, tout le monde vous a entendu, mais tout le monde ne peut pas accéder au chat et à la discussion. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les faire remonter sur info@hippopara.fr. On va essayer d'être réactif. Et j'ai ouvert un post sur Facebook sur la page Facebook. Mais Delphine, prévalence des mastocytes. Comment? Pardon? Non, c'est bon, je n'entendais pas bien, Delphine, mais c'est bon là.
Connaît-on la prévalence des mastocytoses ou syndrome mastocytaire symptomatique avec calcémie normalisée? Beaucoup de symptômes similaires, fatigue, brouillard cérébral, tachycardie, fourmillement, douleur articulaire, vertige et beaucoup d'autres. Voilà, une question de Christina. Qui répond? Je vous laisse, Pascal. Alors, je vais être honnête. Alors, moi, je ne la connais pas. Ce que je sais, en revanche, c'est que il y a pas mal de situations où on cherche de manière assez systématique chez les patients en hôpital de jour des signes qui traduisent une activation du système mastocytaire et que c'est extrêmement rare qu'on en trouve. Pas spécifiquement dans la population hypoparathyroïdienne. Mais voilà. Donc, la réponse honnête est dans la population d'hypoparathyroïdiens, je ne sais pas. Et dans la population de patients qu'on voit plus généralement pour des désordres métaboliques, la réponse est c'est très, très rare. Ok. Merci, merci. On a pas mal de questions sur la place des chélateurs du phosphore et l'importance de maîtriser les taux de phosphore. Ça a l'air d'être une préoccupation de beaucoup de patients. Je propose qu'on réponde aux questions par alternance. Oui, j'ai répondu à la précédente. Merci Pascal. Donc ok, je prends cette question. Les chélateurs. Alors nous, on est deux néphrologues avec Pascal de formation. Donc les chélateurs du phosphate, c'est des choses que on a appris à maîtriser, on utilise très fréquemment dans la maladie rénale. C'est des médicaments qui se prennent volontiers en grande quantité par jour, hein, c'est-à-dire que si vous êtes habitué à prendre 1, 2, 3 comprimés de calcium par jour, c'est assez souvent 3, 6 ou 9 comprimés de chélateurs du phosphate en plus, donc c'est des grandes quantités de comprimés à prendre en plus. Dans la maladie rénale, et notamment en dialyse, c'est très utilisé. Le bénéfice est présent, mais quand même assez modéré. Et il y a eu beaucoup de mal à montrer des vrais bénéfices sur le très long terme. Dans l'hypoparathyroïdie, ça arrive petit à petit, et on observe, on le mesure ça dans EpiHypo notamment, il y a une augmentation de l'utilisation et de la prescription dans l'hypoparathyroïdie, ça reste quand même très marginal. Je crois que c'est moins de 1% des patients qui en reçoivent, hein, donc ça augmente, mais ça reste assez marginal. On n'a pas d'études dans l'hypoparathyroïdie qui montrent leur intérêt et leurs bénéfices sur le long terme. On sait, donc je vous présentais le fait que d'avoir une phosphatémie trop élevée ou un produit phosphocalcique, donc la multiplication de la calcémie et de la phosphatémie trop élevée, sont associés à des maladies cardiovasculaires plus élevées. Hein. Ça, c'est déjà montré dans la maladie rénale et c'est remontré dans l'hypoparathyroïdie. Et donc, petit à petit, les recommandations commencent à dire, attention, il faut déjà surveiller la phosphatémie. Je pense que déjà, si on la surveille, ça sera déjà plutôt pas mal, ce qui est en fait assez rarement fait. Mais de là à dire qu'il faille absolument le faire, comme disait Pascal, on a très peu de preuves. Je pense que vraiment, pour le coup, là, c'est au cas par cas. Et si vous avez un médecin votre médecin vous l'a prescrit, d'abord, je pense que c'est très probablement un néphrologue à la base. Si vous l'a prescrit, c'est qu'il y a probablement une indication chez vous particulière. D'accord. Et juste pour compléter, le calcium est un très bon chélateur du phosphate. Oui, déjà le calcium en lui-même, pendant le repas. On apprend plein de choses. Il y a aussi beaucoup alors, je n'ai pas posé de questions, mais je pense que tous les deux, vous pourrez intervenir. Il y a beaucoup de retours sur le chat aussi sur la supplémentation en magnésium pour les hypoparas. Alors, je ne vais pas poser de questions parce que ce n'est pas des questions, mais il y en a beaucoup qui sont supplémentés apparemment. Pascal? Ah oui, on reprend l'alternance.
Alors, le problème du magnésium. S'applique pas que à la population de patients hypoparathyroïdiens. Si je peux faire une réponse un tout petit peu longue. Il y a une différence fondamentale entre le calcium et le magnésium, qui est que l'essentiel du calcium que l'on a, en dehors de celui qui est dans les os, qui de toute façon ne bouge pas vite, l'essentiel du calcium qu'on a, il est dans le sang. Et on en a très peu dans les cellules. Pour le magnésium, c'est exactement l'inverse. L'essentiel du magnésium qu'on a est dans les cellules et il n'est pas dans le sang. Le seul endroit où on peut mesurer du magnésium, c'est dans le sang. Toutes les méthodes pour mesurer, à part si on devient très très sophistiqué et donc c'est pas applicable en routine, pour mesurer le magnésium à l'intérieur des cellules sont biaisées. Je veux dire par là que c'est tout à fait possible de développer une déplétion des cellules en magnésium sans avoir d'hypomagnésémie. D'accord. Il se trouve que à l'intérieur des cellules, le magnésium a un rôle qui est gigantesque dans la mesure où il intervient dans plus d'une centaine de réactions enzymatiques. Et je suis tombé là-dessus complètement par hasard en cherchant autre chose. Il y a des agronomes qui ont mesuré sur un siècle le contenu en minéraux des aliments, des mêmes aliments, des tomates, des choux, des trucs, qui ont repris les données du début du XXe siècle, du milieu du XXe siècle, de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, et qui montrent très clairement que les contenus en minéraux des aliments, et en particulier des végétaux, ont diminué de 90%. Pourquoi ? Parce qu'on fait de l'agriculture intensive dans des sols morts, qu'on fait pousser les trucs à coups d'engrais, et que les minéraux qui étaient naturellement dans les sols et qu'on retrouvait dans les aliments quand on faisait de l'agriculture vivrière n'ont pas le temps d'y revenir. Et cette diminution du contenu fait que il est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'avoir un respect des apports recommandés en magnésium que ça n'était au milieu du XXe siècle ou au début du XXe siècle. Donc la situation qui expose à une déplétion en magnésium me paraît être extrêmement fréquente dans le mode occidental. Donc est-ce qu'il faut prendre du magnésium pour la population générale, ou est-ce que la population générale est déplétée en magnésium? Ma réponse est c'est probable. Pour en rajouter une couche sur l'hypoparathyroïdie, l'hormone parathyroïdienne ne fait pas que jouer un rôle sur le contrôle de la calcémie, elle joue aussi un rôle sur le contrôle de la magnésémie. En particulier, elle aide le rein à retenir le magnésium. Donc sans hormone parathyroïdienne, on augmente son risque de se dépléter en magnésium. Donc si on prend une population générale qui a des risques environnementaux d'avoir des apports alimentaires de magnésium qui sont insuffisants, plus un défaut d'hormone parathyroïdienne, je dirais le magnésium me semble plutôt une bonne idée. Ou alors vous faites pousser vos légumes dans votre champ. Et tout le monde ne peut pas faire ça. À toi, Christelle. J'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour des questions, parce qu'après, c'est des échanges entre patients qui se répondent entre eux, et ça montre aussi de l'importance et l'envie d'échanger entre eux. Je passe en revue. Peut-être J'en ai une de
pendant que peut-être un complément sur le magnésium. Un des trucs quand même qui est important à garder en tête sur la supplémentation en magnésium, bon, en dehors du fait qu'on n'ait pas d'études spécifiques, etc., c'est le problème du remboursement. Je pense que vous connaissez, hein, qui est les sels de magnésium sont pas tout le temps considérés comme des médicaments. Ils sont parfois considérés comme simplement des supplémentations. Ils sont disponibles en grande surface, etc. Il en existe dans des eaux minérales, il en existe dans l'alimentation, etc. Le problème de l'accès au remboursement, à mon avis, est un sujet central. Il y a des possibilités de le faire prendre en charge dans certains cas, mais c'est toujours complexe et c'est un sujet sur lequel on travaille. C'est tout à fait juste, et puis c'est des retours qu'on a réalistement. La remarque que vous venez de faire sur le non-remboursement du magnésium. Peut-être la question de Florence, Christelle, je vais la poser parce que on est pile dans le sujet. C'est recommandez-vous d'informer nos médecins spécialistes, endoc, néphro ou médecins traitants de l'équidépi-hypo et des recommandations HAS des maladies hypopara afin de contribuer nous aussi au partage et à la transmission? Alors là, je pense qu'on dira pas non. Oui, bien sûr. Je pense qu'on doit être un des sujets principaux en fait des recommandations. En fait, ce que abordait Pascal, c'est le niveau en fait de recommandations qu'on a à l'intérieur. En fait, pourquoi on essaie de travailler à avoir quelque chose de plus scientifique possible et le plus consensuel possible, c'est pour qu'il soit accepté par tous et notamment par tous les collègues. Et pour ça, il faut qu'ils soient largement diffusés et les plus clairs possibles. Donc, quand on essaie de rédiger des recommandations, on essaie de les rédiger très claires, très droit au but, hein, comme avec des questions très oui, non, faut-il ou pas, recommandons-nous ou pas de mesurer la PTH en post-opératoire d'une thyroïdectomie totale. Il faut qu'on réponde oui ou non. Nous recommandons parce que machin, pour que tous les collègues, en fait, il y ait le moins d'ambiguïté possible. Alors parfois les questions sont un peu plus complexes, mais on essaye d'être le plus clair possible en fonction des données qu'on a. Mais après, il faut effectivement les diffuser largement. Et quand on est face à une maladie rare, vous, association de patients, vous, patients, vous êtes aussi d'excellents vecteurs de cette information-là parce que vous êtes intéressé au premier chef et vous pouvez arriver directement. C'est pour ça que la HAS met pas mal de documents à disposition directement sur son site internet pour que vous soyez aussi porteur du message. Tout à fait d'accord. Oui, peut-être une dernière question, et comme le temps passe vite et qu'il est déjà midi, avez-vous connaissance d'études qui ont été faites entre l'influence de la température sur la calcémie? Chez l'individu, vous voulez dire? Oui, chez l'individu. Moi, j'en connais pas particulièrement. Pascal, peut-être? J'en connais pas non plus, mais il va falloir s'y intéresser de toute façon. D'accord. Il y a eu sur les mesures du potassium dans le sang. Ça, il y a eu des études qui ont été publiées sur le sujet et sur le fait que, en fonction de la température du tube, la température extérieure, il y a plein d'anomalies de mesure du potassium, mais c'est vrai que pour le calcium, je ne reconnais pas d'équivalente. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il faut essayer de mesurer, d'avoir les dates, la température extérieure qui va ensemble, mais moi je pense que c'est un sujet intéressant. Oui, où actuellement on se sent bien impacté, on cherche la fraîcheur et la pénombre à l'intérieur de nos maisons. Voilà. Delphine, tu veux bien conclure? Oui, je veux bien conclure. On va remercier le professeur Houillet et le docteur Bertocchio d'avoir animé cette matinée autour de l'hypopara et des décisions médicales. On va remercier les participants qui étaient à un moment plus de 45, je crois, Christelle, avec nous pour participer à ce webinaire. Et puis, j'ai envie de dire, on compte sur vous, pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits sur Compare, pour venir compléter la cohorte et faire avancer la recherche, bien entendu, et surtout améliorer à la fin notre qualité de vie, très égoïstement. C'est le point de vue du patient plus que du médecin. Là, je suis désolée.
Alors, faut pas être de s'inscrire ce matin ou cette. Voilà. Mais si peut-être. Moi, c'est un peu de brouillard sur la fin. Si vous avez des thématiques sur lesquelles vous voudriez qu'on pratique des webinaires prochains, vous pouvez les faire à association. Voilà. Christelle, si tu veux compléter. Oui, je redis juste, parce que je pense que ta connexion n'était pas bonne. N'hésitez pas à faire remonter via soit l'adresse mail de l'association info@typopara.fr, soit via Facebook, soit vous pouvez trouver sur le site internet nos adresses mail perso, tous les commentaires ou suggestions ou sujets qui vous intéressent pour qu'on puisse en tenir compte et en référer à nos médecins qui sont toujours présents et impliqués pour faire avancer tous ensemble notre cause. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Et bon week-end à toutes et tous. Bon week-end. Excellent week-end.